Bonjour, merci beaucoup Maud de cette invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui à Montréal avec vous. Donc voilà, je parlais de la bande dessinée qui est sortie très récemment en mai 2023 et vous voyez les magnifiques dessins de Jeanne Puchol. C'est une bande dessinée avec des chats. Et donc plus sérieusement, on parle des inégalités de patrimoine. Et donc je démarre avec le constat de départ, en fait, de notre travail qui consistait à constater l'augmentation des inégalités de patrimoine. Alors, l'augmentation des inégalités de patrimoine, en général, la manière dont elle est abordée, c'est en termes de classe sociale. Là, je vous ai mis les chiffres concernant la France, les plus récents que vous trouvez dans le World Inequality Report, mais c'est en fait dans tous les pays du monde. On a une inégalité de patrimoine qui est absolument énorme, qui s'accroît. La France n'étant pas du tout le pire, mais on voit quand même qu'il y a un accaparement du patrimoine par un tout petit pourcentage d'individus. Donc ça, je vous invite à aller sur le World Inequality Report pour voir les chiffres du Canada et des autres pays. Ce que les économistes qui ont travaillé autour de Thomas Piketty ont montré également, c'est que cette inégalité de patrimoine, donc le patrimoine, c'est vraiment le stock de ce que possèdent les individus à un moment donné, par opposition au revenu, qui est ce qui rentre en fait, le flux. Donc le patrimoine, le stock, et de plus en plus, il y a un peu deux manières de constituer du patrimoine. Il y a par l'épargne et puis il y a par l'héritage. Et ce qu'ont constaté les économistes autour de Thomas Piketty, c'est que de plus en plus, le patrimoine des individus était constitué par l'héritage. Et nous allons en reparler. Alors ça, c'est ce qu'on connaissait plutôt bien sur les inégalités de patrimoine. Ce qu'on connaissait, me semble-t-il, beaucoup moins bien, c'est l'inégalité de patrimoine femmes-hommes. Je l'ai mis là en anglais parce que c'est beaucoup plus court, le Gender Wealth Gap. Alors pourquoi est-ce qu'on ne sait pas grand-chose sur cette inégalité de patrimoine femmes-hommes? Eh bien, en raison de difficultés méthodologiques. Parce que pour mesurer les patrimoines des individus, on a deux méthodes. Une première méthode, c'est de faire des enquêtes déclaratives sur les patrimoines. Et ces enquêtes déclaratives sur les patrimoines des ménages, dans à peu près tous les pays du monde, elles sont faites à l'échelle du ménage, à l'échelle de la famille et non pas à l'échelle des individus. Et puis, l'autre méthode, c'est des données fiscales. Mais là aussi, les données fiscales la plupart du temps, ne sont pas des données individuelles, mais sont des données par foyers fiscaux. Et les foyers fiscaux, ce sont encore des données familiales. Donc, c'est comme si le ménage ou la famille venait faire obstacle. Vous connaissez peut-être la chercheuse française Margaret Maruani, qui est décédée récemment et qui disait que le ménage, c'était un cache-sexe des inégalités femmes-hommes. Ben, c'est exactement ça. Alors, en France, ben, je dirais que dans le monde, il y a deux enquêtes qui sont pas trop mal pour individualiser le patrimoine des ménages. La première, c'est l'enquête allemande, le panel qui a un suivi de panel sur le patrimoine des ménages en Allemagne. Et on l'a constaté avec Maud Publiez, puisqu'on coordonne un numéro toutes les deux sur les inégalités de patrimoine femmes-hommes. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que la moitié des articles qu'on recevait venaient d'Allemagne, parce qu'ils ont une enquête qui permet en fait d'individualiser le patrimoine, les patrimoines. L'enquête française est bien à l'échelle des ménages, mais elle est suffisamment détaillée pour qu'on arrive à reconstituer des patrimoines individuels. Alors, comme ça a l'air super facile. En réalité, c'est des opérations statistiques assez complexes où il faut faire quelques hypothèses. Mais enfin, on a suffisamment d'informations sur le régime matrimonial des individus, s'ils sont mariés,
et suffisamment d'informations sur les types de biens que possèdent les ménages pour savoir s'ils appartiennent aux deux membres du couple, à un seul ou bien à un seul avec d'autres individus. Mes collègues Nicolas Frémaux et Marion Leturc, qui sont tous les deux économistes, ont sorti un papier en 2020, exactement en même temps que notre livre, et ont travaillé déjà ensemble au sein de la même équipe, où ils ont montré que l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes en France est passée de 9% en 1998 à 16% en 2015. Donc ça a presque doublé. Alors pourquoi Alors d'abord, c'était étonnant parce que tout le monde en France pense que l'inégalité économique femmes-hommes, qu'on mesure habituellement à partir des revenus, est en gros en passe de... Alors certes, les écarts se réduisent lentement, mais enfin, tout le monde avait l'idée qu'on était sur une sorte d'autoroute de l'égalité ou vers l'égalité. Et là, on est en train de se rendre compte qu'on a une inégalité économique qui est en train de s'accroître et non pas de se résorber. Alors, comment est-ce que Frémaux et Le Turc expliquent ça? Ils nous parlent d'individualisation des patrimoines. Ils nous disent dans leur article que en 1998, l'essentiel des couples étaient des couples mariés. Et en France, quand on est marié, le régime par défaut, c'est la communauté de biens réduite aux acquis. Ce qui signifie que tout ce qui est acquis dans le cadre du mariage appartient aux deux époux, 50-50, 50%. Et ça, c'était un puissant égalisateur des patrimoines des femmes et des hommes. Mais depuis 1990, depuis 1998, en réalité, ça avait démarré bien avant. Il y a de moins en moins de couples qui se marient en France. Je sais que c'est le cas ici aussi au Québec. Il y a de plus en plus d'unions libres. On a une forme aussi qui s'appelle le PACS, qui est institutionnalisée, mais qui fait les gens qui sont en PACS sont patrimoine séparé. Donc, de moins en moins de couples mariés, donc qui font des couples qui vivent ensemble, mais qui font patrimoine séparé, de plus en plus de séparations conjugales et de divorces qui séparent les patrimoines des femmes et des hommes, des remises en couple où les individus vont aller chez le notaire pour faire un contrat de mariage et donc ne pas avoir le contrat de mariage par défaut, mais faire ce qu'on appelle séparation de biens. Donc, toutes les tendances vont dans le même sens. Qui est vers l'individualisation du patrimoine. Et cette individualisation du patrimoine, elle est défavorable à celles qui accumulent le moins, c'est-à-dire les femmes. Donc du coup, avec Sybille, jusque-là, j'ai cité que des travaux d'économistes. Avec Sybille, on est toutes les deux sociologues et en réalité, ça faisait assez longtemps qu'on travaillait sur les patrimoines dans les familles. Et contrairement aux économistes, on ne travaille pas que à partir de données statistiques. Vous allez voir qu'on en manipule quelques-unes aussi. Et la manière dont on travaille sur cette question, c'est à partir des familles. Donc, le premier point qui nous distingue des économistes, c'est qu'on va s'intéresser à des individus et on ne va pas classer les gens comme font les économistes autour de Thomas Piketty, les 1%, les 10%, les 50%. On va travailler davantage avec des outils de sociologues sur les classes sociales, notamment les catégories socio-professionnelles. Et on considère que se jouent dans les rapports de classe, pas seulement des distributions de patrimoine, mais aussi des rapports de pouvoir et de domination. On est toutes les deux de formation des sociologues de la famille, ou des sociologues économiques de la famille, je ne sais pas comment on peut le dire. Donc on travaille sur la famille comme une institution économique et on considère que c'est une institution au sein de laquelle la richesse s'accumule, circule, s'évalue, se partage et se transmet. Je regarde Hélène ici parce que il me semble que Hélène a fait partie des pionnières pour moi dans les années 90, au début des années 2000, à vraiment s'intéresser à l'argent dans la famille et pas considérer que la famille c'était que des relations entre des individus, mais qu'il y avait bien des enjeux matériels. Et c'est là-dedans qu'on s'inscrit avec Sybille. On s'appuie beaucoup sur le féminisme marxiste, vous allez un petit peu le voir, ou matérialiste, et aussi la sociologie économique. Peut-être les travaux de Viviana Zelizer vous parlent. On a été formés aussi toutes les deux par Florence Weber en France, qui travaille vraiment, elle aussi, sur l'économie dans les rapports familiaux.
Et donc, on travaille sur les rapports familiaux comme des arrangements économiques familiaux. Je développerai un petit peu plus loin ce qu'on met là-dedans. Et en fait, l'idée qu'on a eue, c'était que on parle pas, les individus, les personnes ne parlent pas de patrimoine tous les jours. Ils n'en parlent pas à leurs voisins, à leurs amis. Il y a une dimension assez privée à toutes ces questions-là. Et alors même que ces questions économiques, familiales, elles sont présentes en réalité quotidiennement, en réalité, elles sont assez peu souvent explicitées. Mais il y a quelques moments dans la vie qui sont des moments assez exceptionnels où eh bien, on doit expliciter ce qu'on possède ou bien ce qu'on souhaite partager ou diviser. Ces deux moments, ce sont les successions et les séparations conjugales. Alors, en réalité, on pourrait dire le mariage et les séparations conjugales, la mise en couple, et puis, mais peut-être davantage encore, les gens parlent assez peu de leur patrimoine quand ils se marient, mais ils en parlent vraiment beaucoup quand ils se séparent. Et pour les successions, c'est pareil, c'est vraiment un des moments où on est obligé vraiment de se poser des questions sur qui va recevoir quoi. Ce sont deux moments qui sont complètement traversés par le droit. Donc, alors même que notre formation avec Sybille, c'était toutes les deux une formation en économie et en sociologie, et plutôt en sociologie de la famille, on a dû se mettre assez intensément au droit et à la sociologie du droit pour travailler sur les successions et les séparations conjugales. Et là, ce qui nous a frappé, c'était que si on prend le Code civil en France, eh bien, on peut se dire, il n'y a pas de problème, en fait. Le droit est formellement égalitaire. Depuis 1804, le Code Napoléon, quel que soit votre sexe et quel que soit votre rang de naissance, vous êtes un héritier ou une héritière réservataire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être déshérité de l'héritage de vos parents. Alors, 1804, il n'y avait pas du tout d'égalité femmes-hommes dans la famille. Le Code civil Napoléon est vraiment extrêmement patriarcal, mais en France, c'était vraiment une révolution successorale, en fait, que de poser ça, puisqu'il y avait beaucoup de régions où c'était la primogéniture. Donc, on donnait tout au premier des fils. Et puis, en matière conjugale, en France, il faut attendre 1965 et même les juristes disent les années 80, le début des années 80, pour que les hommes et les femmes mariés aient exactement les mêmes droits sur le patrimoine conjugal. Avant 1965, en France, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire ou de gérer le patrimoine de leur couple, ni même leur patrimoine propre d'ailleurs. Elles dépendaient de leur mari. Alors ça, c'est ce que je vais faire, mais je vais passer parce que ça sera plus rapide si je le fais directement. Et je vais démarrer immédiatement avec le premier temps de nos recherches. Donc, ce travail qu'on a mené avec Sybille, que je vous résume là, c'est presque 20 ans de recherche avec des méthodes d'enquête assez différentes. Et la première chose que nous avons faite, c'est travailler dans les familles. Donc, ça correspond pour Sybille et moi au moment où on faisait nos thèses, donc au début des années 2000. Et nous avons fait toutes les deux ce qu'on appelle des monographies de famille. Donc, les monographies de famille, qu'est-ce que c'est ? C'est travailler sur la famille, non pas en faisant des entretiens, un entretien avec une personne en lui demandant de nous raconter, de nous parler de sa famille, mais en prenant des familles et en essayant et en interviewant, en faisant de l'ethnographie, c'est-à-dire en récupérant le maximum d'informations, archives, et faire des interviews avec plusieurs personnes dans la même famille. Donc moi, c'est ce que j'ai fait dans la région de Cognac, où je travaillais sur les transmissions d'entreprises familiales, donc viticoles, au début des années 2000. Et au lieu d'interviewer seulement un jeune viticulteur qui reprend son exploitation, je le rencontrais lui, mais je voyais aussi ses parents, ses frères et sœurs, sa compagne. Je faisais des entretiens répétés. Je voyais comment il agissait avec ses enfants, etc. Ce qui
À l'époque, on considérait que ce que je faisais, c'était vraiment de la sociologie rurale et que les familles que j'étudiais étaient très particulières, donc très centrées sur les transmissions d'entreprises familiales, mais on me disait, mais tout ça, c'est très particulier à l'agriculture. Ce qui était frappant, c'était que Sibylle a fait, à peu près à la même période, une thèse, elle aussi, sur les stratégies immobilières familiales à partir de cette même méthode des monographies de famille. Donc elle suivait, moi je suivais des entreprises et elle suivait des maisons de famille avec, en faisant pareil, des interviews dans toute la famille. Et le point commun entre nos deux enquêtes était absolument frappant. D'abord, on constatait l'intensité et le poids des relations économiques familiales du quotidien, l'entraide, le soutien financier, l'importance des héritages aussi, dans les conditions de vie et les carrières de nos enquêtés. Et on constatait que ces relations économiques étaient définies par des enjeux quotidiens, se nourrir, se loger, subvenir financièrement à ses besoins, mais aussi par des enjeux de plus long terme. Et les arrangements économiques que nous observions étaient pris dans des enjeux de plus long terme on a repris un concept de Pierre Bourdieu, les stratégies familiales de reproduction, c'est-à-dire l'idée toute simple que, en fait, les gens prenaient des décisions, une série de décisions qui semblaient viser le maintien ou l'amélioration du statut social familial d'une génération à l'autre. Alors, à Cognac, c'était absolument évident. À Cognac, il y avait un enjeu, c'était d'arriver à transmettre cette propriété viticole à l'un de ses enfants. Ce qui était frappant, c'est que s'il y avait un fils, c'était toujours pour le fils. Et souvent, donc c'était et les filles, ce que j'entendais tout le temps, c'était oh, elles ne sont pas intéressées. Et là encore, quand je parlais de ça, on me disait oui, mais la viticulture, c'est très traditionnel, ce sont des familles traditionnelles. Mais Sibylle a commencé à observer la même chose pour les maisons de famille, c'est-à-dire qu'elle observait que quand il y avait un fils plutôt que des filles, eh bien, ils étaient considérés comme de meilleurs héritiers des maisons de famille, des familles qu'elle observait. Et donc, on a commencé à observer que les hommes sont les porteurs privilégiés du statut familial. Ils sont notamment les dépositaires du nom de famille, mais aussi de ces biens structurants du capital économique familial. Alors, bien structurant, c'est l'idée que selon votre milieu social, il va y avoir quelque chose qui est le plus important, à la fois symboliquement, mais aussi économiquement, à transmettre dans la famille. Donc, à Cognac, c'est la propriété viticole. Dans certaines familles, ça peut être une maison de famille. Si vous prenez, je ne sais pas, la famille Bezos aux États-Unis, l'homme le plus riche du monde, je suis sûre qu'il a un patrimoine immobilier qui vaut des centaines de millions, voire des milliards de dollars, mais le bien structurant de son patrimoine, c'est pas ça. C'est plutôt les actions d'Amazon. C'est ça le bien structurant. Donc, selon la classe sociale, selon les familles, ça va pas être la même chose, c'est bien structurant, mais il y a quelque chose qui est économiquement le plus important à transmettre, symboliquement et économiquement. Et nous, ce qu'on observait, c'était que c'était plutôt les fils qui étaient les dépositaires de ça. Et puis, ce qu'on a constaté aussi toutes les deux dans nos enquêtes respectives, c'était que cette position de pouvoir des hommes dans leur famille d'origine nourrit leur pouvoir économique au sein du couple, et vice-versa. Parce que les femmes sont spécialisées dans le travail domestique gratuit, leurs revenus sont plus incertains et donc aussi leur capacité à conserver les biens de famille. Sibylle a observé plusieurs familles où les femmes avaient des revenus plus faibles que ceux de leurs frères, mais aussi plus faibles que ceux de leurs conjoints. Et puis elles avaient du mal, en fait, notamment quand elles divorçaient ou quand elles se séparaient, ne serait-ce qu'à garder leur maison, leur appartement. Donc on considérait qu'elles n'étaient pas du tout des bonnes héritières de la maison de famille, déjà qu'elles avaient du mal à garder leur propre appartement. Donc c'est comme s'il y avait des cercles vicieux pour les femmes qui s'enclenchaient. Comme si la position dominée dans leur famille d'origine leur apportait moins de ressources pour peser dans les décisions patrimoniales prises dans leur couple, et vice-versa. Donc ça, c'était la période où on travaillait avec ces monographies de famille. Et encore une fois, on nous disait à l'une et à l'autre, mais vos familles, elles sont particulières. D'abord, elles ont bien voulu vous parler, ou bien elles sont un peu provinciales. Bon, on nous disait que ce qu'on étudiait était très particulier. Et puis, à un moment, on s'est dit, on va aller dans l'enquête patrimoine, donc l'enquête déclarative sur le patrimoine des ménages en France. On va essayer d'interroger l'enquête patrimoine de l'INSEE
Pour voir si on retrouve ce qu'on voyait dans les familles. Et la réponse est oui. Notamment, on a commencé à regarder les types de transferts reçus par les héritiers selon leur sexe et leur rang de naissance. Et là, qu'est-ce qu'on a observé? Je ne sais pas si vous arrivez à voir ou si c'est trop petit, mais il y a des écarts, alors qui peuvent paraître petits, mais des écarts qui sont statistiquement significatifs, qui font que les fils, et surtout le premier des fils, alors quand je dis premier des fils, ce n'est pas nécessairement l'aîné, c'est le premier fils qui arrive dans l'Adelphi. Donc les fils et les premiers des fils reçoivent davantage de biens professionnels, donc ça c'est les entreprises. Ils reçoivent davantage de logements avec réserve d'usufruit, ça c'est les maisons de famille. Ils reçoivent davantage de terres, ils reçoivent davantage de valeurs mobilières. Il y a une seule chose qu'ils ne reçoivent pas plus, c'est la compensation en argent. Retenez cette information, nous allons y revenir un peu plus tard. Donc ils reçoivent davantage les biens structurants, les biens physiques et les biens structurants des patrimoines. Et puis aussi, une autre chose qu'on a observée, c'est la dernière colonne, c'est que les fils, et surtout les premiers des fils, reçoivent davantage de donations. Donc donation, c'est recevoir son héritage du vivant de ses parents, en fait, en avance de la succession. La succession, c'est au moment de la mort. Mais de plus en plus en France, les partages successoraux sont faits du vivant au travers de donations. Et les fils reçoivent davantage de donations que les filles, ce qui est un avantage assez intéressant dans la vie. Alors, je continue. Là, je vais aller vite parce que sinon, j'aurai pas le temps en 40 minutes, mais là, c'est une diapo pour vous présenter le fait que le patrimoine immobilier, donc le patrimoine immobilier dans tous les différents types de patrimoine, donc il y a le patrimoine professionnel, les entreprises, là, c'est vraiment très inégalitaire en faveur des hommes. Le patrimoine financier est également très inégalitaire. Les hommes sont beaucoup plus détenteurs d'actions, d'obligations, etc. Le patrimoine immobilier, vu de loin, c'est ce qui est le plus égalitaire. Mais vu de près, on retrouve des inégalités. Et on retrouve des inégalités notamment, alors la résidence principale, là, c'est ce qui est le plus égalitaire. Mais dès qu'on va sur les autres types de biens immobiliers, on va constater que dans les couples, ce sont les hommes qui le détiennent davantage. Donc les hommes détiennent davantage les résidences secondaires, ils détiennent davantage le patrimoine immobilier de rapport qui est mis en location. Mais je passe vite. Puis ça, c'est sur le fait qu'au moment des séparations conjugales, les femmes ont quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure rapidement, les femmes ont beaucoup plus de mal à rester propriétaires de leur logement. Si elles étaient propriétaires dans leur couple, au moment des séparations, il y a bien plus de femmes que d'hommes qui perdent le statut de propriétaire de leur logement suite à une séparation conjugale. Un dernier point dans les statistiques, c'est le fait que donc nous qui travaillons, je vais y venir, beaucoup sur les séparations conjugales, on se disait, il y a quand même les femmes ont plus souvent la garde des enfants et donc elles doivent plus souvent rester au domicile conjugal. C'est l'idée reçue qu'on avait et qu'ont beaucoup de gens en réalité sur les séparations conjugales. Eh bien, c'est faux. Suite à une séparation conjugale, y compris quand il y a des enfants, et notamment quand les couples sont propriétaires, ce sont les hommes qui continuent à habiter davantage dans l'ancien domicile conjugal, et tout simplement parce qu'ils ont les moyens de le conserver, parce que être propriétaire en général, c'est avoir un crédit immobilier, et donc avoir la possibilité de rembourser le crédit immobilier. Et comme les femmes gagnent moins que les hommes, nous allons y revenir, elles ont plus de difficultés à rester propriétaires et à rester sur place, même quand elles ont la garde des enfants, sans compter les enjeux de violence qui peuvent faire qu'elles partent parfois précipitamment des logements. Alors, là, ça, c'était un petit peu la première partie de notre travail qui était au sein des familles, à la fois par la méthode des monographies de famille et les statistiques. Donc, suite à ce premier temps, on peut dire qu'il y a des stratégies familiales de reproduction qui sont défavorables aux femmes, qui font que les hommes dans la famille accumulent davantage de patrimoine que les femmes.
Mais comme je vous l'ai dit, tout ça est traversé par du droit. Donc, il y a des professionnels du droit qui vont intervenir, notamment aux deux moments qu'on étudie, donc des successions et des séparations conjugales. Et on peut se poser la question de est-ce que le droit de la famille va renverser ou atténuer ces inégalités qui naissent dans les arrangements économiques familiaux? Je romps le suspense tout de suite. La réponse est non. Les professionnels du droit vont au contraire entériner et légitimer, c'est le résultat que je vous donne et maintenant je vous fais la démonstration. Donc les professionnels du droit entérinent et légitiment ces inégalités. Alors là, il y a un petit temps de relâche pour vous dire les conditions dans lesquelles on a travaillé. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de Sybille et de moi, de nos thèses, des travaux à partir de l'enquête patrimoine qu'on a faite, soit séparément, soit ensemble. Là, on ouvre une autre période de recherche à partir de 2008 jusqu'à l'année dernière, où on a été prise dans des grands collectifs de recherche qu'on a créés et auxquels on a contribué, qui nous ont permis de travailler sur la justice familiale, donc d'abord dans les tribunaux, et puis ensuite dans les cabinets d'avocats, et puis ensuite encore dans les études notariales. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait, mais on a fait ça parce qu'on était plusieurs dizaines chaque année à pouvoir travailler sur la justice familiale. Et hop, je suis allée trop vite. Et voilà le collectif, les collectifs de travail au travail. On nous voit là dans un tribunal en train d'étudier des dossiers judiciaires de divorce. Et puis, on vous a mis aussi la publication de notre livre précédent qu'on avait fait avec le collectif 11, qui portait vraiment sur le traitement judiciaire des séparations conjugales et dont on a repris une partie des matériaux pour ce livre. Et puis ça, c'était les dessins de Jeanne Puchol dans la BD qui permettent de voir en fait les situations d'enquête. Donc, je ne sais pas si vous me reconnaissez, de dos ou sur le côté. Donc là, vous voyez en haut, c'est une scène dans un cabinet d'avocats, d'une avocate qui reçoit une de ses clientes. Et puis nous, on est sur la même table, mais sur le côté. On n'intervient absolument pas pendant l'entretien entre l'avocate et sa cliente. Ça, c'est une autre configuration, toujours un cabinet d'avocats où on est à l'arrière, en fait, derrière la cliente. Puis la dernière scène, c'est dans le bureau d'un magistrat dans un tribunal. Les audiences ont parfois lieu dans des salles d'audience, mais parfois elles ont lieu dans les bureaux des magistrats, avec la greffière à gauche derrière son ordinateur, le magistrat, et puis l'observatrice là dans un coin de la pièce. Et en réalité, il y a une deuxième observatrice qui est dans un autre coin de la pièce. Et pareil, on ne parle pas, on n'intervient pas, et on prend des notes frénétiquement sur tout ce qui se dit. Alors maintenant, je vous demande de vous télétransporter dans une étude notariale française au moment d'un divorce ou au moment d'une succession. Donc avec Sybille, on a travaillé, et puis une équipe de recherche, on a travaillé sur des dizaines, des centaines d'actes notariés. Donc, dans ces actes notariés, le point commun entre une succession et une séparation conjugale, il y a un divorce, quand ça passe chez le notaire, vraiment l'enjeu est le même, hein, c'est partager, c'est diviser un patrimoine. Quand on regarde l'acte notarié, c'est la colonne de gauche, la théorie, on se dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire le notaire? Il fait un inventaire des biens, donc il va lister tous les éléments du patrimoine, donc les maisons, les appartements, les comptes en banque, s'il y a des assurances-vie, par exemple, des placements, et puis s'il y a une entreprise, des parts d'entreprise, etc. Donc, il va lister, en fait, les biens. Et puis, en face de chacun de ces biens, vous allez avoir une somme d'argent, donc en euros. Et puis ensuite, vous allez avoir une somme, une division entre les différents héritiers ou si c'est un couple qui est en train de se séparer, ça va être une division entre les deux. Et puis, si ça colle pas, ce que reçoit l'un et ce que reçoit l'autre, qu'il y en a un qui reçoit trop par rapport à ce qu'il devrait recevoir, alors il y a ce qu'on appelle des soultes, c'est-à-dire des compensations entre les différents bénéficiaires. Et on se dit,
quand on voit l'acte notarié, on se dit ça se passe nécessairement dans cet ordre-là. C'est l'inventaire, les évaluations, la somme et la division. Eh bien, en pratique, mais ça nous a mis des années avant de le penser comme ça, en pratique, ça se passe dans l'autre sens. Donc, en pratique, quand des enfants viennent gérer la succession de leurs parents, ils savent déjà qui va reprendre la maison de famille. Quand un couple arrive chez le notaire en train de se séparer, ils savent déjà qui va rester au domicile conjugal et qui souhaite reprendre le domicile conjugal. Donc, en fait, ce qui est premier, c'est l'élaboration d'un consensus sur la répartition des biens. Et ce que va faire en fait le notaire, c'est faire rentrer les choses dans les cases, comme ils nous disent, c'est-à-dire jouer sur l'inventaire et jouer sur l'évaluation des biens, de telle sorte que la valeur de chaque part corresponde à ce que chacun et chacune doit recevoir. Je vois des gens écarquiller les yeux là. Je m'explique. Peut-être que ce qui est le plus simple à comprendre, c'est l'évaluation. En fait, si vous faites des entretiens avec des notaires, ils vont vous dire qu'ils ont 10 manières différentes d'évaluer un bien immobilier qui n'est pas vendu. Un bien immobilier qui n'est pas vendu, ça peut être évalué à sa valeur locative, ça peut être évalué à sa valeur. On peut demander à des agents immobiliers de l'estimer pour sa valeur s'il était vendu à ce moment-là. On peut l'évaluer à la valeur des biens, des matériaux. Donc, il y a une marge de manœuvre énorme, en fait, pour évaluer un bien immobilier qui n'est pas vendu. C'est la même chose pour des parts d'entreprises qui ne sont pas vendues et qui ne sont pas cotées. Alors, il y a une marge de manœuvre très grande sur leur évaluation. Une fois que j'ai dit ça, le jeu sur l'évaluation est toujours un jeu sur la sous-évaluation, jamais sur la surévaluation. Pourquoi? Parce qu'au moment d'un divorce, tout comme au moment d'une succession, il y a des enjeux de taxes, il y a des enjeux d'impôts qui dépendent de ces biens qui sont à partager. Et donc, il va y avoir des jeux plutôt de sous-évaluation. Dans le livre, alors là, mon exposé, il est un peu aride, mais le livre, il y a plein d'exemples, plein de cas très concrets. Et on a des cas très concrets où il y a des choses aussi qui ne sont pas comptées. Des successions qui ont lieu où tout le monde a décidé de ne pas parler de la somme d'argent qui avait été donnée à l'un des fils 20 ans plus tôt. Et parfois, le notaire aussi est au courant, mais il ne va pas le compter. Donc, c'est ça le jeu aussi sur l'inventaire. Donc, en fait, il y a des marges de manœuvre sur l'inventaire, il y a des marges de manœuvre sur l'évaluation qui font, et c'est ça, en fait, le travail des notaires. Et ils nous le disent, mon but, c'est le consensus. Mon but, c'est d'aboutir à un accord à la paix des familles. Cette phrase est prononcée à chaque fois par les notaires. Je suis là pour assurer la paix des familles. Et donc, une fois qu'on a compris que ça ne se passait pas du tout dans l'ordre de l'acte notarié, mais dans l'ordre inverse, on a fini par appeler ça les comptabilités inversées. Étape suivante de la démonstration, ces comptabilités inversées sont sexistes. Alors, je m'explique. Elles sont en tout cas défavorables aux femmes. C'est une manière de compter qui est défavorable aux femmes. Il faut faire ici le lien avec ce que j'ai raconté plus tôt. Vous vous souvenez, les biens structurants, les maisons, les biens, les terres, les parts d'entreprise, les biens structurants sont davantage transmis aux fils qu'aux filles. Ce sont les hommes qui restent davantage dans les maisons suite aux séparations conjugales. Donc en fait, la situation la plus classique, ce sont des hommes qui ont les biens structurants et les femmes, leurs sœurs ou leur ex-épouse, qui vont avoir une compensation en argent. Et vous vous souvenez ce que j'ai dit? Une compensation en argent sous-évaluée la plupart du temps pour des enjeux fiscaux. Donc, cette manière de compter, elle ne va pas du tout réparer les arrangements de famille qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient déjà plutôt favorables aux hommes. Elle va au contraire les légitimer et les entériner. Et puis ensuite, ça passe par le tampon du notaire qui va dire que tout ça est absolument légal et conforme au Code civil. Donc, ces comptabilités, cette manière de compter est sexiste. Alors après, question suivante, est-ce que les notaires sont sexistes ou est-ce que... J'ai pas parlé des avocats, mais les avocats participent à ça aussi et ne renversent pas complètement cette manière de faire.
Est-ce que ces professionnels du droit sont sexistes? La réponse, c'est pas nécessairement. On a rencontré des avocates féministes, des notaires féministes, c'est plus compliqué en France. Vous pourrez me poser des questions là-dessus si vous voulez. Euh, mais, euh, mais en revanche, c'est la manière de compter qui est défavorable aux femmes, qui intrinsèquement en fait défavorise les femmes. Et en tout cas, cette manière de compter ne remet pas en cause les rapports de pouvoir et de domination au sein des familles et au sein des couples, et au contraire, les entérine et les légitime. Et donc, on passe aussi beaucoup de temps dans le livre à se dire, mais qui sont ces professionnels du droit? C'est quoi leur manière de penser? Pourquoi ils agissent comme ça? Alors, en deux mots, les notaires sont des professions libérales, comme les avocats, mais c'est très paradoxal, ce sont des officiers ministériels, donc ils ont une charge de l'État qui leur permet de collecter l'impôt. Mais en même temps qu'ils collectent l'impôt, ils donnent des conseils à leurs meilleurs clients. Alors, ce n'est pas la même chose, le notaire de campagne et le notaire au centre de Paris. Hein, ils n'ont pas les mêmes types de clients et ils ne font pas exactement la même chose. Mais ils vont essayer de fidéliser une clientèle à capital économique à qui ils donnent plein de conseils pour payer le moins d'impôts possible. Et ils ont eux-mêmes une définition du bon héritier qu'ils partagent avec leurs clients. Pour être notaire en France, il faut avoir une base de départ entre 500 000 et 1 million d'euros, peut-être même encore plus à Paris. Donc, eux-mêmes ont reçu des héritages familiaux. Il y a encore une grande partie des notaires, l'ordre de grandeur, c'est un tiers qui sont fils de notaires. Ceux qu'on a interviewés, ce qui était frappant, c'est qu'ils venaient tous de familles à capital économique, de familles d'indépendants, de familles de chefs d'entreprise, restaurateurs, médecins, pharmaciens, et ils avaient reçu eux-mêmes des héritages pour exercer leur activité professionnelle. Donc en fait, ils ont une définition du bon héritier au masculin qui est partagée avec leurs meilleurs clients qui eux-mêmes ont du capital économique. Euh, euh, voilà. Et il considère qu'il faut transmettre ces biens structurants aux héritiers ou à l'ex-conjoint qui est le plus apte à les gérer, à les conserver, à les transmettre. Et souvent, ça va être plutôt un homme parce que il aura les moyens de rembourser le crédit immobilier, parce il saura entretenir la toiture de la maison de famille, ou bien il sera un meilleur chef d'entreprise. Alors tout ça, c'est des grands discours, mais ce qui était incroyable, c'était de voir que sur le site des notaires, il y avait ces photos. Depuis 2020, elles y sont toujours. Et donc, elles disent quelque chose de cette manière de voir. Donc, c'est le site officiel des notaires de France, hein, fond bleu, fils et filles, et vous pouvez aller regarder. Il n'y a pas l'équivalent fond rose avec des filles, hein, il n'y a pas. Et puis, comme on s'est un petit peu baladé pour présenter le livre, on a constaté qu'en Allemagne, c'était pareil. Hein. Ça, c'est la page héritage et donation des notaires allemands. Et puis en Belgique aussi, on trouvait le même genre d'image. J'avais la Suisse aussi, mais elle n'est pas dans celle-ci. Donc voilà. Euh, alors, est-ce qu'il me reste un peu de temps, Maude? Combien? 5 minutes, ok. Alors, en deux mots, là, je voudrais vous raconter l'histoire de cette femme, donc Sarah Pursglove. Tiens, mais elle est au Canada, Sarah Pursglove. Elle vit au Canada, mariée avec un chef d'entreprise finlandais. Et en 2016-2017, il y avait des articles sur elle dans le New York Times parce qu'elle divorçait au moment des Panama Papers. Et elle a découvert, et plus exactement, ses avocats ont découvert que son mari avait 400 millions de dollars cachés dans des paradis fiscaux. Du coup, ça changeait complètement ce qu'elle pouvait demander pour son divorce. Et jusque-là, elle n'avait aucune idée de ça. Alors, cette histoire, elle nous a beaucoup intéressés parce que, alors ça, c'est des niveaux de fortune que nous, on n'a pas pu étudier dans les tribunaux. On n'a jamais eu de fortune aussi importante que celle-ci. Mais en revanche, on a vu des situations assez semblables, c'est-à-dire des femmes qui arrivaient dans le cabinet de leur avocat au moment de leur séparation conjugale, dont leur mari avait un certain niveau de fortune, mais elles n'avaient aucune idée de exactement combien, et elles n'avaient
pas d'idée non plus de comment faire pour savoir combien, étant donné la complexité des patrimoines et de l'organisation de ces patrimoines. C'est-à-dire que plus le patrimoine est élevé, plus il y a des professionnels impliqués, des comptables, des banquiers, des notaires, des fiscalistes, qui vont organiser, qui vont faire des architectures de patrimoine extraordinairement complexes, des holdings, des trusts, etc., pour payer le moins d'impôts possible, mais qui font aussi que si vous n'êtes pas au cœur du dispositif, eh bien, vous vous retrouvez lésé, comme cette femme. Ça, c'est une manière d'objectiver. Une autre manière d'objectiver cette chose-là, c'est toujours la même enquête, l'enquête patrimoine de l'INSEE de 2015, celle qu'on étudie dans notre livre. Et une de nos collègues, Camille Erlin-Giré, dont je vous recommande vivement le livre Rester riche, a montré que plus le niveau de fortune et le niveau de patrimoine du ménage était important, plus c'était un homme seul qui répondait à cette enquête. Et la consigne de l'INSEE, c'était que le répondant devait être la personne, le membre du couple, la personne la plus au fait de la gestion du patrimoine du ménage. Donc plus vous grimpez dans les niveaux de richesse, plus c'est un homme seul qui s'occupe du patrimoine. Alors, je continue un petit peu, mais j'ai prévu trop. Donc, quand vous voulez que je conclue. À partir de maintenant, c'est un petit peu du rab. mais ce sont quand même des choses tout à fait importantes. Donc, on prend un peu du large. Donc là, je viens de vous dire que plus les gens étaient riches, plus c'était un homme seul qui s'occupait du patrimoine et que ça pose du coup des difficultés pour les femmes de savoir combien, ce à quoi elles peuvent prétendre, notamment au moment des séparations. Mais ce qu'on sait par ailleurs, c'est que dans les ménages pauvres, alors les femmes s'occupent beaucoup de l'argent. En France, en 2018, on a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a mis vraiment sur le devant de la scène publique. Donc ici, vous avez Ingrid Levavasseur, l'enjeu des familles monoparentales, donc des femmes qui élèvent seules leurs enfants, dont on sait depuis très longtemps qu'elles sont très surreprésentées parmi les ménages les plus pauvres en France et ailleurs dans le monde aussi d'ailleurs. Euh, et elle expliquait, et ces femmes expliquaient sur les ronds-points combien, alors même qu'elles avaient des emplois, qu'elles avaient des enfants, la charge de leurs enfants, comment elles n'arrivaient pas à joindre les deux bouts chaque mois, et toute la complexité en fait de gérer leur trésorerie. Donc c'est pas que les femmes elles savent pas gérer l'argent, parce que c'est extraordinairement complexe de gérer l'argent quand il y en a pas. En fait, en réalité, c'est peut-être beaucoup plus difficile. Mais les femmes gèrent l'argent de la pauvreté, mais par contre, elles sont exclues. Alors, question, est-ce qu'elles s'excluent elles-mêmes ou est-ce qu'on les exclut de l'argent des grands patrimoines? Je vous ai remis aussi des chiffres là sur l'appauvrissement des femmes suite aux séparations conjugales dont nous avons déjà parlé. Alors, je vous avais dit au début, on s'inscrit dans une perspective féministe, matérialiste, marxiste. Donc, on a beaucoup lu Christine Delphi et puis aussi Silvia Federici, par exemple. Je ne sais pas ce qui vous parle le plus ici au Québec. Euh, En fait, on considère vraiment. Donc, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est donc les femmes n'accumulent pas de patrimoine, mais est-ce que c'est parce qu'elles travaillent pas ou moins? La réponse est clairement non. Les femmes travaillent plus que les hommes. Donc là, c'est des chiffres de l'enquête française sur l'emploi du temps des ménages, les couples avec enfants. Les femmes travaillent en moyenne chaque semaine 54 heures, les hommes travaillent en moyenne chaque semaine 51 heures. Donc les femmes travaillent 3 heures de plus par semaine, mais elles font 2 tiers de travail domestique gratuit, alors que les hommes, c'est l'inverse. Ils font 2 tiers de travail rémunéré et 1 tiers de travail et 1 tiers de travail domestique. Et pourtant, donc les femmes travaillent plus, mais elles gagnent moins. Et cette statistique ici nous paraît toujours complètement incroyable. On dit toujours en France que les femmes gagnent, donc là je parle en revenus, 1/4 de moins que les hommes. Ça, c'est la statistique si on prend l'ensemble des hommes, l'ensemble des femmes. Après, les personnes plus conservatrices vont dire oui, mais toutes choses égales par ailleurs, les femmes gagnent seulement 4% de moins que les hommes si on considère qu'elles sont dans les mêmes emplois, la même ancienneté, etc. Mais sauf qu'en réalité, bon, ça n'existe pas. Hein. Les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité, ne font pas les mêmes carrières, il y a le plafond de verre, etc. Mais alors, cette statistique, personne ne la mentionne jamais. Les femmes en couple
gagnent 42% de moins que leurs conjoints. 42% de moins. Donc, c'est vraiment colossal. Ça veut dire que l'inégalité de revenus, elle se joue certes sur le marché du travail, mais elle se joue aussi beaucoup dans les spécialisations domestiques des femmes et la spécialisation dans le travail professionnel rémunéré des hommes en France aujourd'hui. Alors, est-ce que la justice répare ça? La réponse à nouveau est non. En France, on a, si on regarde le Code civil, on a un mécanisme qui est la prestation compensatoire. Donc la prestation compensatoire consiste à compenser au moment du divorce l'inégalité de niveau de vie créée par le divorce. Donc on se dit, mais c'est magnifique, dans le Code civil, on a un outil qui va permettre de compenser ces 42% d'écart de revenus, ces écarts, cet appauvrissement. Alors, en réalité, cet outil est très faible. Il est très faible pour plusieurs raisons. Il ne s'applique que aux couples mariés. Je sais qu'il y a eu des débats très importants ici au Québec sur élargir les droits aux couples non mariés des couples mariés. En France, le débat n'existe pas du tout. Donc, ce n'est que pour les couples mariés. Et puis, depuis le début des années 2000, ces prestations compensatoires qui avant étaient versées sous forme de rente sont versées désormais sous forme de capital, c'est-à-dire en une fois ou bien en quelques années, et ça ne doit pas prendre plus que 8 ans. Et ce qu'on a constaté, c'est que à partir du moment où il y a eu cette réforme, le niveau des prestations compensatoires a considérablement baissé. Et ce qu'on a vu dans les tribunaux, c'est aussi la réticence des magistrats, des magistrates à accorder des prestations compensatoires aux femmes. On pourra y revenir. J'avais un petit point sur les pensions alimentaires que je passe et j'arrive directement à ma conclusion. Ma conclusion, elle est en 3 points. D'abord, voilà, il y a un enjeu méthodologique et politique à aller examiner cette inégalité patrimoniale. Et pour ça, on a besoin de données. Je sais qu'ici, au Canada, on a beaucoup, beaucoup de mal à estimer le gender wealth gap, l'inégalité de patrimoine femmes-hommes, en raison de l'absence de données individualisées sur les patrimoines. Et ça, c'est un cache-sexe des inégalités économiques. Donc ça, je pense que c'est un effort qu'on doit porter, nous, les chercheuses, les chercheurs, pour améliorer nos systèmes de statistiques dans chacun de nos pays pour pouvoir mesurer ça. Ensuite, il y a bien sûr des dimensions politiques à ce que je viens de raconter. En France, concrètement, le trend actuel, c'est plutôt, il y avait un impôt sur la fortune qui a été très affaibli, semi-supprimé par Emmanuel Macron en 2017, l'impôt sur la fortune. Et puis, on a par ailleurs des chercheurs qui ont tout un tas de projets. Donc, en France, beaucoup Thomas Piketty autour de la fiscalisation, la fiscalité des patrimoines, l'imposition des patrimoines. Alors, bien sûr, avec Sibyl, ce qu'on dit toujours, c'est que nous, on y est favorable. Ça réduira les inégalités de classe, mais aussi les inégalités de genre. Mais il ne faut pas seulement, quand on pense à inventer ce type de fiscalité ou ce type d'impôt, il faut aussi aller regarder très concrètement dans les détails qui collecte l'impôt, comment c'est mesuré. Parce que nous, ce qu'on a vu, c'est que ceux qui détiennent le capital économique n'ont pas que leur richesse en fait comme arme, ils ont aussi tous ces professionnels à leur service pour, à chaque fois qu'il y a un impôt, en payer le moins possible. Et c'est très inégalitaire à la fois d'un point de vue de classe et de genre. Et puis le dernier point, et je terminerai là-dessus, c'est que les inégalités de genre et de classe, qu'on a essayé d'étudier ensemble, sont à combattre ensemble, mais qu'il y aurait aussi d'autres rapports sociaux de domination à explorer, notamment les enjeux des rapports raciaux qui sont extraordinairement complexes à étudier en France. Pareil, vous pouvez me poser des questions là-dessus si vous le souhaitez. Mais voilà, ça fait plein de choses à aller explorer et plein d'avenues de recherche à explorer pour la suite. Je vous remercie pour votre attention.